Alors déjà, on est en face de vous, voilà, et c'est vrai que vous avez une vie très riche, vous avez fait de nombreuses explorations scientifiques. Donc déjà, on aimerait savoir où est-ce que vous êtes allé. Donc peut-être on va commencer peut-être par les terres australes, l'Antarctique, et comment ça se passe une mission d'exploration? Alors tout d'abord, pour situer pour les gens jeunes qui sont là, à l'époque, dans mon temps, on ne cherchait pas du boulot, on cherchait du boulot qui plaise. Donc c'est tout. Vous voyez qu'on a changé d'époque. Et donc maintenant j'entrerai au CNRS à nouveau, c'est-à-dire au CNRS, Centre national de recherche scientifique, j'aurais beaucoup de mal, alors qu'à l'époque la porte était à moitié fermée, mais quand même il y avait encore moyen de passer. Et donc j'ai pu, par exemple mon prof de biochimie, je suis allé le voir, j'ai dit voilà, moi je rêve d'étudier les oiseaux, les mammifères, l'éthologie, tout ça. Il m'a dit mais il n'y a pas de débouché. Faites de la biochimie, c'est ça l'avenir. Bon, moi ça ne m'intéressait pas spécialement la biochimie, donc je me suis dit il va y avoir une traversée du désert qui a duré quelques années, mais c'est rien à côté de maintenant. Donc ne faites pas ce que je fais. Et alors du coup, quelle est par exemple votre première mission quand on vous a dit moi vous avez toujours dès le début attiré par l'Antarctique par exemple? Mais non, pas du tout. Moi ce qui m'intéressait au départ c'était l'homme. C'est-à-dire l'homme, non pas en tant que des sciences humaines, c'est-à-dire l'homme, d'abord j'ai fait une double formation. Je suis allé en fac de lettres, j'ai fait deux certificats à l'époque, on appelait ça des certificats, deux certificats de psychologie, et puis je me suis dit en sciences humaines, ça tourne en rond, on répète indéfiniment les mêmes trucs, et en fin de compte, chacun a sa position, et on ne peut pas trancher, parce que ce sont justement des sciences sur lesquelles c'est très difficile d'avoir des preuves. Donc je me suis dit, je ne vais pas faire ça, j'ai pris la biologie. Et donc là, j'ai continué en biologie, et je me suis dit, je vais étudier d'abord les animaux, et puis, maintenant, alors j'ai passé 40 ans donc à étudier les animaux, oiseaux et mammifères, et avec l'arrière-pensée quand même, qu'est-ce qu'un homme sur le plan naturaliste? Est-ce qu'on peut regarder l'homme en tant qu'espèce animale? Et donc c'est une approche complètement différente de celle qu'on voit d'habitude. D'habitude, en sciences humaines, on étudie l'homme à travers d'autres sociétés humaines. Et là, on l'utilise, on regarde. Là, c'est à partir des animaux qu'on regarde l'homme. Donc c'est une approche complètement différente, qui est souvent assez mal vue d'ailleurs par les sciences humaines, qui disent la biologie, c'est pas sérieux, on n'est pas des animaux, etc. Moi, je pense, comme Darwin d'ailleurs, qu'on est des animaux, on n'est pas différents. Simplement, on a quelques différences, bien sûr, mais entre un chien et un chat, il y a des différences aussi. C'est tout. Et du coup, concrètement, puisque vous avez fait plusieurs expéditions, comment est-ce que ça s'organise, ça se finance? Je suis allé trop vite, oui. En réalité, moi je me suis dit, pour étudier l'homme en tant qu'animal, je vais étudier les singes. Et donc j'avais donc préparé un service civil à Dakar pour étudier des galagos, des singes, des primates, des singes primitifs, des muriens. Et puis, sur ces entrefaites, à cette époque, il y a eu 68. Et donc, je me suis fait attraper sur les barricades, et donc, par les flics. Et donc, j'ai été marqué, et au lieu de faire le service civil, on m'a foutu un bataillon disciplinaire. Et donc, je me suis retrouvé, alors là, j'ai fait une grève d'un mois, j'ai perdu 20 kilos sur 60, et donc j'ai été réformé, définitif, je suis toujours. Et donc, à partir de là, j'ai perdu le boulot enfin, que je comptais faire. Et donc, je suis allé voir un copain, en sortant de l'hôpital militaire où j'avais été enfermé, si je puis dire, et je suis allé voir un copain qui devait partir lui en Terra Delhi. Et qui est, en fait de compte, sa mère m'a dit, il n'est pas parti en Terra Delhi, il est parti en Afrique faire le prof. Et par contre, je viens de recevoir un télégramme disant que, alors qu'il avait été refusé à l'entrevue pour partir en Terra Delhi, maintenant ils avaient besoin de lui parce que le gars qui était avant s'était désisté. 15 jours avant le départ, il s'était dégonflé. Et donc, moi j'ai aussitôt appelé les gars en disant il n'est pas libre, mais moi je suis libre. Et donc je suis parti comme ça en Terra Delhi, et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler sur les manchots. Et alors là je me suis dit, c'est vachement plus intéressant que les singes, parce que les singes, et d'ailleurs c'est ce que j'ai pu vérifier après coup, les singes ils sont tellement malins que vous n'arrivez pas à les comprendre, ils vous étudient autant que vous les étudiez. Alors que par contre, des manchots, surtout les manchots empereurs, c'est vachement intéressant parce qu'ils habitent dans des coins où il n'y a pas d'hommes, il n'y a pas de prédateurs,
Donc on peut les approcher, on peut rester à côté comme on est ici, et on les observe. Et donc on a les avantages de la captivité sans les inconvénients. Et donc je suis passé donc comme ça aux oiseaux. C'est un peu le hasard. Voilà, aussi, voilà, le voilà. hasard. Et après quand je me suis présenté au CNRS, on m'a dit où est-ce que vous voulez être recruté, dans quel laboratoire? Et je me suis dit je vais reprendre mon ancien projet, c'est-à-dire les singes. Et donc je me suis présenté sur un laboratoire de forêt équatoriale au Gabon. Et à ce moment-là, j'ai commencé à étudier le mandrill. Le mandrill, c'est le singe, le babouin forestier avec des couleurs rouge et bleu, le mammifère le plus coloré, qui était à l'époque inconnu. Et donc je suis allé lui courir après. Et quand j'ai vu ce que c'était, c'est-à-dire que la première fois que j'ai couru après, en 3 mois, je l'ai vu à peu près 10 minutes. Donc là, j'ai compris que c'était quand même plus peinard Antarctique. Et donc après, quand le laboratoire a été nationalisé par le gouvernement gabonais, et qu'on m'a demandé où je voulais aller, je suis retourné sur l'Antarctique. Et alors là, du coup, sur l'Antarctique, donc, vous avez découvert plusieurs espèces d'oiseaux, et notamment de manchots, c'est ça? Oui, 2 espèces de manchots. 2 espèces de manchots. En réalité, alors moi, ma spécialité, c'est le comportement, c'est-à-dire que je cherche à comprendre d'abord ce que veulent dire les animaux, par leur cri, leur posture, tout ça. Et puis, en plus, ça me permet de savoir s'ils sont de même espèce ou pas. C'est-à-dire qu'en réalité, j'avais remarqué que des manchots qui étaient classés sous la même étiquette, ils avaient les mêmes mensurations, c'est pour ça qu'ils avaient été classés comme même espèce, mais par contre, ils avaient des aigrettes, c'est-à-dire des petites plumes autour de la tête, là, qui étaient différentes, et puis chantaient complètement différemment. Or, ils se servent de l'apparat nuptial pour s'associer en tant qu'espèce. Et s'ils ne sont pas de la même espèce, ils n'ont pas le même apparat nuptial. Donc je me suis dit, c'est quand même bizarre cette affaire, ça doit être 2 espèces différentes. Et donc, je l'ai fait plusieurs fois, c'est comme ça qu'on a trouvé plein d'espèces. Chaque fois que je voyais que des animaux qui avaient été classés dans le même tiroir, ils étaient un peu différents par ce qui était important pour la part nuptiale, je faisais par le laboratoire des analyses d'ADN, vous avez entendu parler d'ADN, et donc là, on se rendait compte qu'en réalité, ils étaient séparés et que c'était des bonnes espèces. Et ils étaient par exemple, c'est des colonies de manchots, est-ce que c'était par exemple la même colonie ou c'est des endroits, non, des endroits différents? C'est que par exemple, là, autour de l'Antarctique, il y a plein d'îles, et il y a plein d'espèces de manchots, et parfois, sur des îles différentes, il y avait des manchots, des séries de manchots qui étaient identiques, et puis d'autres fois qui étaient un peu différents, mais qui considéraient comme le même, parce que le gars qui a fait la classification se basait sur les mensurations, et pas sur ce que les animaux, réellement, il n'y avait pas de génétique à l'époque. Et donc, en faisant la génétique, là, cherchant en avance, en voyant où se trouvaient les différences, et en faisant l'analyse génétique, je pouvais prouver que c'était bien 2 espèces différentes qui ne se reproduisaient pas ensemble. Donc c'est cette même méthodologie qui vous a permis de découvrir toutes les espèces. C'est pour ça que j'ai trouvé 5 espèces, alors qu'actuellement, quasiment personne ne trouve d'espèces nouvelles, parce qu'en insecte ou en plante, là, vous pouvez trouver, mais en grosse bestiole, en oiseau mammifère, c'est très rare. Et donc là, en sachant en avance, je pouvais trouver les trucs qui étaient intéressants. Et vous pensez qu'on en découvrira toujours de nouvelles ou là on arrive ça commence à se tarir, hein, parce qu'on ne peut pas indéfiniment trouver. Au niveau du comportement, est-ce que vous avez quelque chose, une découverte que vous avez fait sur le comportement des manchots qui vous a, j'imagine qu'il y en a 10 000, mais une qui vous a marqué particulièrement sur, je sais pas, vous parliez de l'apparat nuptial, ou peut-être d'autres, ou la façon de communiquer, parce que vous avez... Par exemple, chez le manchot empereur, alors le manchot empereur, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la marque empereur, tout ça. Donc, c'est un manchot qui se reproduit sur la banquise et qui n'a pas de nid, et qui garde son œuf sur les pattes, et qui a un repli de peau pour tenir chaud. Et donc il se balade comme ça avec son œuf sur les pattes. Et donc je me disais, mais comment ils font pour se retrouver, parce qu'ils n'ont pas de lieu de rendez-vous. Et donc j'ai découvert qu'en réalité ils se reconnaissent non pas à la vue, qui paraissait pourtant assez évident, ils ne se reconnaissent pas, ils se reconnaissent à la voix. Et donc à l'intérieur de leur voix, on a cherché, alors ça j'ai fait avec toute une équipe de gars, de toutes les spécialités dans les manipulations informatiques, avec un logiciel spécial, comme un traitement de texte, on modifiait les sons, les cris des animaux, on enregistrait les cris, après on les modifiait, on les découpait différemment en fonction des paramètres qui nous paraissaient importants, et puis on le repassait à l'autre quand le premier était parti, et on le leurrait, quoi. On lui faisait croire que son partenaire revenait. Et comme ça, s'il répondait, c'est qu'il croyait qu'on avait touché quelque chose qui n'était pas important, mais s'il ne répondait pas, c'est qu'on avait touché quelque chose qui lui
l'empêcher de reconnaître. Donc petit à petit, en faisant des tas de trucs comme ça, d'expérience, on arrive, alors par exemple, on change les fréquences, on change la longueur du signal. Par exemple, je m'étais dit que c'est bizarre, avec le début du cri, ça suffit. Donc on a coupé continuellement, au lieu de lancer tout le chant, on n'en donnait qu'une partie. On a coupé la moitié, ça marchait aussi bien. On a coupé, à la fin, on est arrivé à ce qu'ils se reconnaissent avec 2 dixièmes de seconde. C'est-à-dire que c'est comme si, en commençant la première lettre d'une signature, vous sachiez déjà ce qui va suivre. Donc voilà des expériences qu'on a faites, mais il y en a plein. En réalité, on est entré dans la tête du manchot. C'est-à-dire qu'on essaie de le faire parler, comme évidemment il ne peut pas nous parler, on essaie de lui faire dire quelque chose qui nous permet de savoir ce qu'il dit, ce qu'il a dans la tête et pourquoi il fait. Et là, par exemple, les manchots, on s'aperçoit qu'en réalité, c'est à la voix qu'ils se reconnaissent, et le poussin connaît le cri des 2 parents, les 2 parents connaissent le cri de chacun de l'autre, et connaissent le cri du ou des poussins. Et donc, ils ont parfois des lieux de rendez-vous, certains manchots qui ont des nids, mais il y en a certains, comme le manchot dont je parlais, là c'est complètement... Et là, alors c'est un code, exactement, je ne sais pas si vous avez vu des boîtes de concert, c'est un code barre. C'est-à-dire que dans le chant, c'est des trucs comme ça, et c'est des hachures. Et donc, les hachures correspondent à un code barre. C'est-à-dire qu'ils ont chacun a son code, ils chantent toujours de la même manière, et l'autre le connaît, et hop, aussitôt qu'il le repère, il arrive. Est-ce que Lucas, oui, une question? C'est quoi la portée du chant sur des mètres ou kilomètres? Alors, ça, c'est quelques mètres pour la bonne raison, non pas parce qu'il crie fort, il crie très fort, hein, il peut porter à 2 km, mais il y a tellement de raffus. Imaginez que vous soyez sur la place de la Concorde, là, et que vous criez « Je suis monsieur Jouantin », etc. Bon, personne vous entend. Donc en réalité, ça porte à 15, 20, 30 mètres maxi. C'est combien il y a combien non pas de personnes, mais une colonie, c'est combien de... À peu près, alors, on voit en photo avec des... Oui, il y en a normalement des milliers, parfois des millions. Fois X. Alors ça c'est une expérience extraordinaire. Malheureusement, je ne vais pas vous faire partager, mais c'est quand on se trouve au milieu d'animaux qui ne vous fuient pas et qui sont des millions. C'est-à-dire que vous devez les pousser pour passer. C'est un truc de fou, quoi. C'est-à-dire la première fois que je suis descendu là, à l'archipel Crozet, là, dans les îles Crozet, qui sont des îles subantarctiques, c'est-à-dire autour de l'Antarctique, j'en revenais pas que les animaux ne fuient pas, quoi. Alors qu'ils n'ont pas de prédateurs à terre. Donc ils se méfient dans l'eau, parce que là ils ont des orques ou des requins, mais à terre ils n'ont pas de prédateurs. Donc ils vous laissent passer, ils ne s'en occupent pas. Ils n'ont aucune réaction par rapport Non, ce qui prouve bien d'ailleurs qu'en réalité, les animaux qu'on a nous, ils ont peur parce qu'ils ont été chassés, soit par l'homme, soit par des prédateurs, le loup, le renard, je ne sais pas quoi. Mais en réalité, ils ont toute une expérience derrière qui date sur des milliers d'années. Une question? Est-ce que ça va au-delà de la cellule familiale? Quoi? La communication? Non. C'est-à-dire quand les 2 parents sont... Parce que, en plus, ils sont monogames. Hein. C'est-à-dire que pendant toute la durée du cycle, le mâle et la femelle sont toujours ensemble parce qu'ils incubent l'œuf. Et donc, il faut qu'ils aient un relais. Donc, l'autre doit prendre la place pour incuber l'œuf. Et donc, il faut que le conjoint passe l'œuf au bon partenaire. Donc, c'est pour ça qu'ils apprennent le cri et qu'après, ils échangent l'œuf. Et puis après, quand le poussin est assez gros, qu'il a commencé à être assez gros pour se débrouiller tout seul et à résister au froid, à ce moment-là, il reste dans les environs. Les 2 parents vont en mer chercher de la nourriture, parce qu'ils se nourrissent en mer. Et puis, ils reviennent et ils nourrissent le poussin, mais ils le cherchent à la voix. Mais ils ne communiquent pas avec les parents. Non. Par contre, il y a parfois des poussins qui trichent, c'est-à-dire qui essayent d'avoir de la bouffe de ceux qui ne sont pas leurs parents, qui leur donnent des coups de bec quand ils les entendent et qui disent c'est pas le mien, ou bien alors qui ont perdu leur poussin parce qu'il est mort de froid ou je ne sais pas quoi, et à ce moment-là, au bout d'un moment, ils acceptent de donner la nourriture. Est-ce que vous avez, ça rejoint un petit peu la question précédente, mais est-ce que vous savez si c'est un cri qui est inné? Est-ce que vous savez si c'est un cri qui est, en gros, qui est inné ou est-ce qu'ils l'apprennent ensemble? C'est un apprentissage? C'est les deux, c'est-à-dire que chaque manchot a un cri toujours identique toute sa vie, mais ce qui est modifié en fonction des parents, c'est quand il est très jeune. Donc c'est un mélange des deux. C'est normal d'ailleurs, parce qu'à fin de compte, il faut dans son cri, il y a le nom de l'espèce,
il y a son sexe et il y a son identité. Il faut qu'il y ait les trois informations dedans. Du coup, toutes ces expériences, j'imagine, prennent du temps, c'est-à-dire que vous devez rester sur place comme un moment. Et comment se passe la vie justement d'un explorateur sur place? Les Je ne suis conditions pas explorateur, hein. Je suis scientifique. scientifiques, J'explore rien. Enfin, encore la science. en termes de vie au quotidien. Alors moi justement, la plupart ils vivent dans des bases antarctiques qui sont bien chauffées, qui sont assez peinardes, et on met les pieds sur la table parce qu'il y a un cuistot qui te prépare la bouffe. Alors que moi c'était plus difficile parce que je devais courir après les animaux qui ne sont pas à côté des bases. Donc on avait des petites cabanes, parfois on les faisait apporter par hélicoptère, ou bien alors il y en avait une déjà, et puis on vivait alors camping quoi. Et là c'est parfois un peu difficile parce que par exemple en Antarctique il fait moins 30, des vents de 200 à 300 km/h. Et ça va jusqu'à 350 en terre définie. Et les vents les plus élevés. Ouais, la plus grande période que vous êtes resté là-bas, c'est Moi je suis resté 14 mois. 14 La mois. première fois que j'y suis allé. Mais en fin de compte, en cumulant toutes les. Il ne faut pas se tromper, quoi. Parce que après, il y a la banquise, on ne peut plus sortir. Et donc, s'il y a un accident, quelque chose, vous êtes coincé. Mais par contre, vous restez donc 14 mois, enfin au moins un an, quoi. Au moins un an, puisqu'il y a la banquise qui est bloquée pendant 4 mois, vous avez la mer libre, et puis 8 mois au moins de banquise. Et donc, ils ont essayé de faire une piste, mais ça a foiré, les Français se sont plantés. Donc, ça ne marche pas, donc maintenant ils arrivent en bateau, et là il faut que, évidemment, la glace soit partie. Et donc, quand on fait ces missions, les premières missions que j'ai faites, j'ai fait des hivernages, c'est-à-dire que je restais plus d'un an, et puis après, comme j'en avais un peu ras-le-bol, évidemment, je venais des courtes périodes, c'est-à-dire de 3 mois, pendant l'été. Voilà. L'été austral, hein, qui est le contraire d'ici. Est-ce qu'il y a une question? Oui. Dans quelle mesure les parents vous ont appris plus sur Désolé. Dans quelle mesure est-ce qu'ils vous ont appris sur le... Ah, alors là, c'est déjà la fin de l'histoire, hein, c'est-à-dire que... Mais On y arrive en après. réalité, moi, j'ai d'abord, pingouin manchot, il y a un problème en France. À l'étranger, vous avez pingouin en anglais, pingüinos en espagnol, penguin en allemand, mais en français, ils ont fait encore les plus malins, ils ont appelé ça les manchots. En plus, c'est pas très élégant, mais enfin, bon, ils auraient pu les appeler tout simplement les pingouins comme tout le monde. Mais comme ils se sont plantés au départ, maintenant on est coincés, c'est-à-dire que les scientifiques les appellent les manchots, et les gens de la rue les appellent les pingouins. Ça, c'est encore l'incohérence française. Et donc, en fin de compte, moi, ce que j'ai appris, surtout, pendant 40 ans, j'ai étudié, là, on est arrivé après au dernier bouquin que j'ai fait, là. Pendant 40 ans, j'ai essayé de comprendre comment marchent les animaux, c'est-à-dire comment ça fonctionne, pas seulement des trucs anthropomorphiques, c'est-à-dire comment on les trouve sympathiques ou pas, mais d'une manière sérieuse, objective, comment ils fonctionnent. Donc j'ai fait 40 ans d'études, j'ai fait plein de trucs là-dessus, et puis après, ça me donne une méthode de travail, c'est-à-dire que le bouquin que j'ai fait le dernier, L'homme c'est animal raté, là j'applique ces méthodes-là à l'homme. C'est-à-dire que les méthodes que j'ai appliquées par exemple au manchot, je les applique à l'homme pour essayer de le regarder d'une manière différente. Non plus c'est bien, c'est mal, c'est le meilleur, etc. Mais pourquoi il fait ça, pourquoi il en est arrivé au langage, à l'intelligence, pourquoi le cerveau s'est développé, etc. Maintenant, on va se diriger vers une zone un peu plus chaude, forêt équatoriale. Vous y êtes retourné après, du coup, en forêt équatoriale, vous avez dit que vous êtes allé au Gabon, après vous avez fait d'autres... Ben, j'ai fait, je ne sais pas combien j'ai fait de pays, mais en fait j'ai fait entre la moitié et le quart des pays du monde. Donc j'ai quand même fait beaucoup de trucs. J'ai étudié à peu près une vingtaine d'espèces à fond. Donc j'ai fait beaucoup de choses. Donc pendant 40 ans, je me suis occupé que d'animaux, de zoologie. Et puis à la retraite, je me suis dit, bon, maintenant je vais m'occuper du plus difficile, c'est-à-dire l'homme et les animaux domestiques. Parce que l'homme et les animaux domestiques, il n'y a plus de mode d'emploi. C'est-à-dire que quand vous voyez un lion dans la savane, vous voyez pourquoi il a des dents, pourquoi il a des griffes et qu'est-ce qu'il fait comme boulot. Alors que quand vous voyez un chat, un chien ou un homme en train de regarder la télé, d'ailleurs c'est le titre d'un bouquin que j'ai fait qui s'appelle 3 prédateurs dans un salon, hein, et alors là c'est compliqué parce que le chat voit à peu près ce qu'il devait faire, et en effet c'était un chasseur de rongeurs,
à l'époque, et c'est pour ça qu'on l'a sélectionné d'ailleurs pour la garder, parce qu'en réalité, il protégeait, quand on faisait des récoltes, et qu'on avait des accumulations de blé pour tout l'hiver, il ne fallait pas que les rongeurs les bouffent. Donc, on a pris des chats ou d'autres animaux, enfin au Moyen-Âge, ce n'était pas des chats, on s'appelle de toute façon. En tout cas, on a pris le chat, et puis il mangeait les rongeurs, et donc ça nous protégeait, ça nous permettait d'avoir des réserves tout l'hiver. Alors que par contre, chez le chien, c'est un autre problème. C'est-à-dire que le chien, vous avez un animal qui n'existe pas dans la nature, il n'y a pas de chien dans la nature. Il y a, maintenant on le sait par l'ADN, son ancêtre, c'est le loup. Donc mais alors ce qui est surprenant, c'est que c'est récent, hein, que les connaissances, le fait que ce soit le loup, ça date de 5 ans à peu près, et le fait que ça soit aussi ancien, ça date de 3 ans. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte, on croyait que le loup, c'est le passage, enfin, la domestication du chien, on croyait que c'était 10 à 15 000 ans. Et puis en réalité, maintenant on a des preuves que c'est bien au-delà, et ça serait entre 20 et 35 000 ans. Donc, or, je ne sais pas si vous y connaissez un peu la préhistoire, mais le néolithique, c'est-à-dire l'époque où on découvre l'agriculture, l'élevage et où on se sédentarise, où on fait des villages, c'est moins de 10, moins de 12 000 ans. Donc ça veut dire que le chien a été domestiqué 10 ou 20 000 ans avant, quand les hommes étaient uniquement des chasseurs-cueilleurs, c'est-à-dire qu'ils se déplaçaient tout le temps. Donc ça veut dire qu'il a été sélectionné pour la chasse. Parce qu'il aidait les chasseurs, parce qu'en effet, c'est assez compréhensible que les gars qui couraient après leurs bestioles, à l'époque, on était des spécialistes de la chasse du gros gibier, en coopératif, en groupe. Et donc, on n'avait pas les armes, les griffes qu'ont les lions, les carnivores, mais on avait des cailloux et des branches qu'on avait transformés en armes. Et c'est pour ça que l'intelligence, le cerveau a grossi, parce que plus on trouvait d'astuces pour attraper du gibier, le groupe qui attrapait le plus de gibier faisait plus d'enfants, se reproduisait, transmettait son hérédité, et donc celui qui avait le gros cerveau peut dire, ça s'est pas fait évidemment sur 8 jours, hein, mais ça s'est fait sur 2,5 millions d'années. C'est-à-dire qu'il y a 2,5 millions d'années, les premiers hommes ont commencé à apparaître. Avant, on était des primates, c'est-à-dire des singes. On descend même pas du singe, on est des singes. C'est-à-dire qu'on est très proche, du point de vue génétique, des chimpanzés, de l'ordre de 1% de différence génétique seulement. Ce qui a d'ailleurs surpris beaucoup de monde, parce qu'on s'imaginait qu'on était vachement loin, et en réalité on est très très proche. Et donc, on est le seul singe, le seul primate qui chassait en groupe le gros gibier. Et donc c'est pour ça que dans un bouquin, je développe cette partie, c'est-à-dire j'essaie de comprendre pourquoi l'espèce humaine est apparue, pourquoi elle est arrivée là, et pourquoi elle a des problèmes actuellement.